Bonjour et bienvenue à tous, les infos sur Eden Télévision. À la une de l'actualité, plusieurs membres du gouvernement étaient face à la presse ce mardi. Objectif, expliquer les motifs de la décision de suspension des activités des fédérations et associations estudiantines. Demain, jeudi 13 octobre, c'est la journée internationale de la prévention des catastrophes. Vous suivrez dans cette édition le message du ministre de l'Intérieur en prélude à la célébration de cette journée. Et puis hors du Bénin, l'Assemblée nationale ivoirienne a adopté mardi le projet de nouvelle constitution voulu par le président Alassane Dramane Ouattara. Le projet a été voté avec 239 voix sur un total de 249 députés. Voilà, ce sont là donc les grandes articulations de cette édition. La suite dans un instant. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous, c'est Eden Info. Le décret portant interdiction d'activité des associations estudiantines continue de faire des remous et pour éclairer l'opinion publique à ce sujet, des membres du gouvernement ont donné ce mardi après-midi à Cotonou une conférence de presse. On fait le point avec Ibrahim Ourounam et Damien Pedro. Joseph Djogbenou, Marie-Odile Atanasso, Oswald Omeki, 3 ministres de la République qui se sont succédés au pupitre. Objectif, expliquer aux journalistes, à l'opinion nationale et internationale, les tenants et aboutissants de ce décret pris en Conseil des ministres le 5 octobre dernier. Ce décret ne dissout pas les associations, les organisations. Ce décret porte interdiction d'activités exercées, d'activités contralégales, sont contre la loi, exercées par des structures proches ou par les associations elles-mêmes. Plusieurs raisons ont motivé la prise de cette décision, selon le ministre de l'Enseignement supérieur. C'est le climat d'insécurité permanent qui existe sur le campus. Ce climat d'insécurité est dû au fait qu'il y a au moins 3 associations fêtières qui se disputent la priorité sur le campus. Et ces 3 associations ne s'entendent pas toujours. Ça fait partie des raisons qui justifient les crises permanentes que nous avons à la faculté des lettres, arts et sciences humaines depuis 2015. Plus loin, elle précisera ceci. Et je pense que la décision qui a été prise interdit les mouvements sur le campus. Cela signifie que les associations peuvent exercer en dehors des campus. Donc pour moi, il n'y a pas de privation de liberté. Autre raison de la prise du décret à polémique, les violences observées sur le campus qui ne sont pas toujours le fait des organisations estudiantines, mais plutôt celui des milices, selon Oswald Omeki, qui suggère. Ce qui va se passer après, c'est ce que les responsables des associations d'étudiants même ont souhaité depuis longtemps, à savoir que, comme les autres pays de la sous-région, il serait intéressant pour nous, aussi bien pour les étudiants que pour le gouvernement qui a besoin d'avoir un interlocuteur, d'avoir pour l'ensemble des universités une seule association fêtière. Des journalistes sont intervenus pour mieux comprendre le sujet. À la fin, l'un des responsables d'organisations d'étudiants apprécie la sortie médiatique des ministres. Je suis beaucoup plus déçu par les choses que j'ai entendues ici ce soir. Le gouvernement ou les orateurs, au lieu donc d'apaiser la situation, à part quelques-uns, il y en a qui se sont acharnés davantage sur les responsables étudiants, sur les organisations estudiantines. Joseph Djogbenou a rappelé en guise de conclusion de cette conférence de presse que c'est une décision courageuse prise par le gouvernement. Elle vise, selon lui, à rendre concurrentielles les universités du Bénin afin de permettre aux étudiants de travailler dans de meilleures conditions. Depuis ce lundi, les députés ont débuté une séance plénière qui s'est poursuivie ce mardi à l'hémicycle avec l'étude de la proposition de loi portant cadre juridique partenariat public-privé en République du Bénin. C'était en présence du garde des Sceaux, Joseph Djogbenou. Après examen des 9 titres de ce texte de loi, la proposition portant cadre juridique partenariat public-privé a été adoptée à l'unanimité par les députés. Suivons ici les impressions, les appréciations de quelques députés sur l'importance de cette nouvelle loi.
la place et le rôle du privé sont véritablement primordiaux. Et je crois que c'est le lieu de saluer le président de l'Assemblée qui a autorisé même le séminaire qui a été organisé en accord avec le gouvernement. Je voudrais aussi saluer la démarche que le Parlement a utilisée, qui est passée par l'atelier. De façon abusive, le thème ou le concept partenariat public-privé a été utilisé chez nous, sans qu'on ne connaisse vraiment le contour. Mais il faudrait que ce soit des hommes responsables, des gens de moralité sans pareil. Pourquoi pas, après la candidature, que nous puissions déjà le dire dans la loi ici. La corruption qui va tuer les 3P si on doit laisser comme ça sans mettre les garde-fous. On va poursuivre cette édition. Demain, la communauté internationale célèbre la journée de prévention des catastrophes. Vivre pour raconter, sensibilisation et réduction de la mortalité. C'est le thème retenu cette année pour la célébration de cette journée. Au Bénin, c'est la commune de Tori-Bocito qui accueille les manifestations officielles. Pourquoi le choix de la commune de Tori? Le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, nous l'explique dans son message délivré à la veille de la célébration de la journée. Le 13 octobre 2016, notre pays, le Bénin, célèbre à l'instar de la communauté internationale la journée internationale de la prévention des catastrophes. Compte tenu des faits de l'actualité, la commune de Tori-Bocito, dans le département de l'Atlantique, est retenue par les acteurs de la protection civile pour abriter les manifestations officielles. Le thème retenu pour l'année 2016 est intitulé « Vivre pour raconter ». Le monde entier, à travers ce thème, vise à sensibiliser davantage sur les mesures prises pour réduire la mortalité du fait des catastrophes. Au cours de cette journée, tous les gouvernements, les structures déconcentrées et décentralisées de l'État, les institutions nationales de prévention et de gestion des catastrophes, les agences du système des Nations Unies, les ONG, la Croix-Rouge, la société civile, le secteur privé mettront l'accent sur les initiatives prises dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du cadre d'action de Sendai en vue de renforcer les capacités des formations sanitaires. En effet, les conséquences des catastrophes augmentent et s'aggravent si la vie du personnel de santé et des installations sanitaires ne sont pas protégées. Le relèvement immédiat de la population devient difficile. Il convient de sensibiliser les autorités à divers niveaux qui ont la charge du renforcement des capacités d'accueil et d'intervention des centres de santé pour une meilleure prise en charge des victimes de catastrophes. Et l'actualité nationale toujours revêtue ce mardi à l'ambassade des États-Unis de la foi de la santé mobile au Bénin, cette fois pour objectif de comprendre les différents domaines de la santé couverts par le mHealth, les technologies utilisées, leur disponibilité et leur état actuel au Bénin. Voici les précisions avec Horacia Djodi et Denis Marouya. C'est dans le cadre de sa mission d'appui au ministère de la Santé que l'USAID a développé une application de santé mobile, un outil dont la finalité est de permettre aux populations, surtout rurales, d'avoir accès à des soins de santé de qualité. Cette nouvelle technologie de santé mobile et d'autres encore sont exposées à cette foire spéciale dont l'objectif est de partager les expériences sur les outils utilisés par chaque projet et de proposer des orientations stratégiques précises pour aboutir à un investissement plus consistant dans la santé par la téléphonie mobile au Bénin. Le Bénin envisage d'ici 2021
avoir un système de santé complètement transformé, avec une meilleure couverture sanitaire universelle. Pour atteindre cet objectif, nous avons sollicité et obtenu le soutien de l'USAID pour développer des applications mobiles dans le domaine de la prise en charge sanitaire, de la santé de la mère et de l'enfant. Mesdames et messieurs, les technologies de l'information et de la communication sont considérées comme un levier important pour garantir une amélioration continue et durable du secteur de la santé. Parmi les systèmes développés à travers des applications mobiles, comme CARE par exemple, permet la collecte des informations par les relais communautaires en vue de la prise en charge rapide des cas de maladie. Un système amélioré par le projet Ancre est déjà utilisé à Tchaourou et Basila, à plus de 370 km de Cotonou. Je veux référer un enfant qui a un paludisme grave, parce que nous travaillons surtout pour la lutte contre le paludisme. Comment faire ? Avec ce téléphone, ils peuvent envoyer des alertes SMS et le médecin ou le chef poste qui se trouve dans son centre de santé peut répondre valablement en lui disant quelles sont les orientations, quelles sont les directives qu'il doit faire par rapport à ce cas grave. Si par exemple cet enfant doit être référé, il peut avoir les informations nécessaires pour envoyer. Donc le chef poste sait déjà qu'il y a un cas grave qui arrive au centre de santé, ce qui fait qu'il peut prendre les dispositions. Donc dès que l'enfant arrive, l'enfant peut être reçu très rapidement pour éviter de perdre du temps à l'enfant et les conséquences qui peuvent en découler. L'infirmier reprend rapidement en charge l'enfant. Et quand il finit de prendre en charge l'enfant et que l'enfant est apte à rentrer, on peut déjà libérer l'enfant. Lorsqu'il libère l'enfant, il remplit aussi le même formulaire en retour vers moi en tant que relais. Cette foire est ouverte au public pour une meilleure compréhension de la technologie et des outils utilisés. Un mémo sera rédigé à l'issue de la foire afin de mutualiser les ressources pour les interventions relatives à la santé par la téléphonie mobile dans les différentes zones sanitaires du Bénin. Et puis, inauguration ce mardi à la Maison des médias Thomas Meillansan de Cotonou de 2 studios télé et radio, ainsi qu'une salle de graphisme. C'est grâce à l'appui d'Osiwa que ces outils modernes de traitement de l'information et de formation ont été réalisés. Reportage. La Maison des médias se dote d'outils modernes de communication et de formation, soutenus par Osiwa dans le cadre du projet Professionnalisation des médias au Bénin. Elle élargit ses capacités de formation et d'information. Il y a l'élection donc de 2 studios, studio radio et studio télévision, pour contribuer au renforcement donc, des capacités, non seulement donc, de nos apprenants, mais c'est des studios qui sont à la disposition donc, de tous les professionnels des médias. Nous avons, avec l'appui toujours donc, de Osiwa, érigé donc une salle de graphisme. Le président de l'Union des professionnels des médias présent à cette cérémonie d'inauguration n'a pas caché sa joie avant de rappeler le contexte de création de la Maison des médias. C'est une joie qui nous anime de voir enfin un début de concrétisation de l'ambition qui nous a, des ambitions qui nous ont amenés lorsque nous mettions ce joyau en place. Ce joyau voudrait faire allusion à la Maison des médias dans toute son intégralité. C'est un espace que les projets des médias ont voulu mettre en place pour pouvoir permettre de renforcer les projets des médias. Et les choses sérieuses ont commencé par prendre corps. Je voudrais que vous puissiez aider le conseil d'administration que je représente ici à féliciter avec nous l'administration de la Maison des médias qui fait un peu plus chaque jour pour pouvoir remettre la Maison des médias dans son contexte. Le site internet de la Maison des médias, fonctionnel depuis septembre dernier, a également été lancé à cette occasion. L'événement s'est déroulé sous le parrainage du ministre de l'économie numérique et de la communication, représenté par le directeur adjoint des médias, et a été marqué par la remise d'attestation à la dernière promotion d'apprenants. Information hors du Bénin, l'Assemblée nationale ivoirienne a adopté mardi le projet de constitution
voulu par le président Alassane Ouattara. La quasi-totalité des votants se prononce en faveur du texte qui sera soumis à un référendum fin octobre, date non encore officielle. Avec 239 voix pour sur un total de 249 votants oui contre 2 abstentions et 1 absent. Le vote a sans surprise dans une assemblée presque monopolore a été largement dépassé les 2 tiers, dépassé les 2 tiers des voix, 167 nécessaires à l'adoption de l'avant-projet de constitution. Suivons ici le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, pour qui l'avant-projet de constitution, c'est une nouvelle page que les députés ivoiriens viennent d'écrire. Vous avez fait œuvre utile en soutenant l'avant-projet devenu projet de constitution. Je pense que les députés n'avaient pas pour vocation de s'interposer et de constituer un obstacle supplémentaire au peuple, seul souverain, se prononcer sur le projet de constitution. Toujours sur le continent, dans certaines régions du Kenya, des jeunes filles sont mariées au plus jeune âge au nom de l'islam. Une ONG britannique tente de ramener ces filles sur les bancs de l'école. Reportage. Halima, fille de nomade, a été excisée au plus jeune âge et mariée à 13 ans à un homme qui en avait 25. Un destin banal dans cette région aride du nord-est du Kenya, où 80% des femmes sont illettrées. C'est bien plus que la moyenne nationale de 12%. Je n'allais pas à l'école avant. On était toujours dans des endroits reculés et je devais m'occuper du bétail. Majoritairement peuplée de Kenyans d'origine somalienne, cette région autour de Wajir est minée par les attaques récurrentes des Shebabs. Ici, plus de 4 femmes sur 10 sont mariées avant 18 ans, le double de la moyenne nationale. En juin 2015, l'ONG Save the Children, en collaboration avec le gouvernement kényan, a lancé un programme éducatif pour ramener les filles à l'école. Une initiative souvent mal comprise par une population nomade et très religieuse. C'était difficile pour moi d'accepter de mettre ma fille à l'école. En tant que nomade, on allait de village en village, on bougeait tout le temps. Mais avec le temps et une fois que nous nous sommes installés ici, j'ai accepté de la scolariser. L'ONG donne une compensation financière de 26 € par trimestre, une aide qui a permis de convaincre Adan et d'autres familles du village. Pour Hussein, le mari, cette opportunité va changer la vie de son foyer, même si cela doit repousser l'agrandissement de la famille. Ne pas avoir d'enfants maintenant, ce n'est pas un problème. La raison pour laquelle j'accepte que ma femme retourne à l'école, c'est pour qu'elle soit éduquée, mais surtout pour lui permettre de trouver un travail. Halima espère devenir professeur des écoles et subvenir financièrement aux besoins de sa famille. À 16 ans, c'est la plus âgée de sa classe et la seule à être mariée. Hors de l'Afrique, dans le sud d'Haïti, l'aide humanitaire commence à arriver. Aussi, les habitants commencent à réparer les habitations après le passage de l'ouragan Mateo qui a causé d'énormes dégâts dans le pays. Commentaire. La ville de Jérémie en Haïti a l'allure d'après-guerre. Cette ville est dévastée après le passage de l'ouragan Mateo qui a fait au moins 473 morts et 115 disparus selon un dernier bilan mardi de la protection civile haïtienne. Mais grâce à l'aide humanitaire qui commence par arriver dans le pays, les Haïtiens ont démarré la reconstruction de leurs habitations, même si la situation reste critique. Bon, ça veut dire... Tout le monde ici a participé, ceux qui ont quelque chose, tout comme ceux qui n'ont rien, pour qu'on puisse reconstruire le pays. J'espère que nous pourrons avoir plus d'aide parce que beaucoup de gens en ont besoin et on va très vite voir une situation désespérée. Plus qu'un doute, la population haïtienne vit une tragédie humanitaire. À cet effet, le mandat de la mission des Nations Unies en Haïti doit être prolongé de 6 mois afin de faire face à la crise humanitaire selon la responsable onusienne sur place. Par ailleurs, le passage de l'ouragan a eu d'autres impacts sur la vie politique du pays. Le premier tour des élections présidentielles et législatives partielles qui devrait se tenir le 9 octobre dernier a été reporté sine die. Ainsi va donc l'actualité ce mercredi. Merci à tous et à demain.